vous accueillir chacun. Alors juste, on va faire un petit test technique, comme c'est la première fois qu'on fait ce live. Je vais demander à tous ceux qui sont présents de nous faire un petit commentaire. Peut-être citez-nous d'où vous arrivez, dans quelle ville vous êtes. Ça nous permet d'accueillir un petit peu tout le monde pour l'instant. Et on va accueillir juste après Christophe Fauré. Voilà. Donc, on laisse arriver tout le monde. C'est le live ce soir, le premier live de Mieux traverser le deuil. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour Magali, qui est de Grenoble. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. On va essayer de rendre ça plus humain. Ce soir, on va parler de choses assez fortes, assez profondes, suite aux questions que vous nous avez adressées. Bonjour Aurore, bonjour Valérie, bonjour Nelly. Voilà. Et dans quelques minutes, on va accueillir Christophe qui va arriver, le temps que tout le monde arrive. Voilà. Alors, on va accueillir Christophe. Bonjour Christophe. C'est à toi Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Damien. C'est content de te revoir et content de revoir tout le monde à travers. Bonjour Magali. Je connais Magali. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Facebook Live parce que on a eu besoin de vous parler en direct parce que tout avec cette période un peu compliquée, on a senti que c'était important de pouvoir échanger directement avec vous sur un temps court d'une demi-heure, mais ça me paraît vraiment important de pouvoir répondre à certaines questions, puis créer du lien et être ensemble pour relayer aussi tout ce qui se passe par rapport à la plateforme. Exactement, on vit plein de choses en ce moment avec toute l'équipe de Mieux traverser le deuil, donc avec Christophe, avec Tanguy Châtel et toute l'équipe, on est nombreux maintenant. On est très content d'être au service de nous tous, des personnes qui vivent un deuil, peu importe le type de deuil, que ce soit lié au Covid ou tous les autres deuils. Et alors ce soir, comme vous le savez, on a proposé à chacun de poser des questions en Facebook privé, et on a eu énormément de réponses, donc on veut déjà vous remercier pour ça. Ouais. Merci pour votre confiance, parce que voilà, vous nous partagez une part de votre vie. C'est souvent très intime. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de pas répondre directement. On pourra pas répondre à tout le monde, mais d'essayer de répondre, Christophe, comme on en parlait, plutôt de façon générique pour que ça parle le plus de monde possible. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, je pense que ce serait le plus important pour que ça soit. Bien sûr, on a été vraiment touché par la spécificité de vos questions, mais on peut pas répondre à la spécificité des questions pour que ce soit bénéfique pour le plus grand nombre. Exactement. Mais vous verrez, ça se recoupe. Alors, comme on a un temps qui est assez réduit, on a 30 minutes et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses riches qu'on va partager. Je vous propose d'attaquer de suite. Donc, on dit bonjour à tous les nouveaux arrivants, Sandy, Alice, bonjour. Voilà. Et on va prendre une première question. Alors, ça attaque fort, ça attaque sur le sujet des hommes. Mon mari, il parle pas du deuil qu'on vient de vivre. J'ai l'impression qu'il a oublié. Comment vivre ça? Alors, ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument constant quand on accompagne, quand on travaille avec un couple qui a perdu des enfants. C'est la plupart du temps, la femme a cette plainte, a cette souffrance de ne pas pouvoir partager avec son conjoint, qui est la plupart du temps silencieux. Et là, ça tient directement, c'est constant. Ne pensez pas que c'est juste votre époux ou sa situation particulière, c'est constant. D'ailleurs, quand on voit pour la ligne d'écoute, plus de 90% des personnes qui nous appellent sur la plateforme sont des femmes. C'est lié directement à la manière qu'ont les hommes et les femmes de cheminer. On n'est pas pareil. Les hommes et les femmes sont pas pareils. Et en plus vous me voyez toujours ou pas? Oui, c'est bon. Okay. Les femmes, pour elles, et c'est pas un truc sexiste ni rien, c'est un constat, ont besoin de mettre des mots sur leurs émotions, et c'est ainsi qu'elles avancent. Mettre des mots, exprimer les émotions, parce qu'elles vont clarifier leur émotion en les nommant. Alors est-ce que c'est un problème, parce qu'on le voit dans beaucoup de questions qu'on a, les hommes qui ne parlent pas, les hommes ont un problème?
Non, ils ont pas de problème. C'est pas le mode de cheminement d'un homme. Un homme est beaucoup plus intériorisé. Il est même agressé, pardonnez-moi, mesdames, mais parfois il est agressé par la pression que sa compagne fait pour qu'il mette des mots. Pour un homme, mettre des mots sur ce qu'il ressent, ça n'est pas naturel, ce n'est pas sa manière. Et la maman qui a perdu le petit a l'impression que son mari, comme il n'en parle pas, il n'y pense pas. Je peux vous garantir que les pères me disent qu'ils pensent à leur enfant à chaque seconde. À chaque seconde, ils pensent à leur enfant, mais ils n'ont pas ce besoin aussi viscéral que la maman de parler de son enfant. Il va beaucoup plus partir, marcher dans la forêt ou être tout seul à écouter de la musique avec son casque sans vraiment parler, mais le travail se fait. Beaucoup d'épouses craignent que, oui, mais s'il ne dit pas ses émotions maintenant, plus tard, ça va exploser, comme s'il y avait une bombe à retardement qui était en train de se construire et qu'il faut absolument qu'il exprime ses émotions. Ça, c'est le mode le mode de penser, le mode d'une femme, c'est pas le mode d'un homme. Un homme, il a besoin de silence, de retrait et parfois de très très peu de mots et c'est complètement normal et il n'est pas du tout en train d'engranger quelque chose qui va exploser plus tard. Ça c'est vraiment quelque chose de constant, c'est beaucoup plus silencieux. Et aussi, il se peut que la peine de son épouse mettre l'homme dans une situation psychologique d'impuissance. Il a envie d'aider son épouse, mais quand il en parle, il voit qu'elle est dans la détresse, parfois même dans plus de détresse et qu'elle pleure, et l'homme, il est mis réduit à l'impuissance. Il se sent complètement impuissant à aider son épouse, et un homme qui se met en situation d'impuissance, qui se sent impuissant, a tendance à être dans le retrait. C'est pas une attitude macho, c'est pas une attitude négative, c'est un mouvement spontané de l'homme. Quand il est mis en l'impuissance à pouvoir aider, eh bien il va se taire. Alors donc vraiment, essayez du mieux que vous pouvez de ne pas faire pression sur votre mari pour qu'il parle, parce que parfois, je vous assure, c'est vécu comme une agression. Comme une agression qui le met au pied du mur, alors que ce n'est pas du tout son mode d'être. Imaginez que on vous forciez à dire des émotions que vous ne vouliez pas dire dans d'autres circonstances, que vous avez vécu quelque chose et que vous n'avez absolument pas envie d'en parler et que quelqu'un vous dise « mais si, il faut que tu en parles, c'est vraiment bien pour toi, ça va être bénéfique, ça va te faire du bien ». Peut-être que ça va faire du bien, mais pour la grande majorité des hommes, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, ils cheminent vraiment dans leur deuil. On a justement des témoignages un homme qui parle et qui dit parler du deuil de la perte de mon enfant ou d'un proche, ça m'arrache le cœur. Ouais, c'est extrêmement violent. Exactement. Mettre des mots pour l'homme, c'est parfois difficile. Donc, il est beaucoup plus dans sa tête, beaucoup plus dans ses pensées. Et j'insiste lourdement, ce n'est pas parce qu'il n'en parle pas qu'il n'y pense pas. Il pense à chaque instant à son enfant pendant toute sa vie, puisque c'est sa chair qui est partie. Donc, vraiment, c'est vraiment important de laisser de l'espace. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on n'en parle pas? Ne pas vous sentir blessé personnellement s'il ne parle pas. Certes, ça va créer un sentiment de solitude pour vous. Vous allez vous sentir complètement seul avec votre peine parce que vous dites, mais avec la personne qui a vécu la même chose que moi devrait être pourtant la personne qui me comprend le mieux possible. Eh bien, il le comprend, mais il ne peut pas le partager comme vous voudriez qu'il le partage. C'est votre besoin, c'est pas le sien. Donc ce sentiment de solitude, il est réel, il est vraiment réel. Et parfois il y a quelques petits moments où il acceptera de parler, mais parfois il ne voudra pas ou il ne pourra pas parler. Et ça ne veut pas dire que votre couple est en danger. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est plus là. Ça ne veut pas dire que votre couple va voler en éclats après cette épreuve parce que il vous a entre guillemets abandonné. Ça n'est pas le cas. C'est un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui est différent. Et si l'homme essayait de cheminer un petit peu vers son épouse pour lui dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu éprouves, il sera tout aussi reconnaissant si son épouse n'est pas à le pousser à parler. C'est la même chose, Damien, si tu veux qu'on rebondisse aussi sur certaines questions qu'on a eues des enfants. Sur les familles, oui, parce qu'on a effectivement pas mal de retours sur une question qui t'est adressée.
Christophe, sur le fait comment retrouver des liens en famille, comment retrouver un autre fonctionnement de la famille quand on a parlé voilà, quand il y a une perte d'un enfant, par exemple, Voilà, ouais. et quand certains de la famille ne souhaitent pas en parler. Exactement. Et j'accompagne une dame qui a son mari et qui a 3 garçons. Et son père, elle a perdu son enfant. Il y a deux garçons. Et elle est dans une grande souffrance parce qu'elle a besoin de parler de son enfant. Donc, elle en parle à l'extérieur. Et ce n'est pas un échec de la famille. Elle en parle à des amis, elle en parle à des proches, à des collègues. Mais ça peut paraître terrible. On aurait envie d'en parler à la maison, mais si ça ne se passe pas, on a proposé quelque chose, on a essayé de travailler quelque chose ensemble. Elle s'est rendue compte que ces enfants qui sont des jeunes ados, ne voulaient absolument pas parler de leurs frères disparus. Pareil, ça les agressait, ça les énervait. Ils se mettaient en colère, ils claquaient la porte. Ils disaient, comment Elle me dit, mais comment je fais pour faire exister ma peine, pour leur dire que moi, je pense à leurs frères disparus, alors que eux, ils n'ont pas besoin d'en parler. Eh bien, on a imaginé un petit système et que ça a fonctionné. Dans un coin de la maison, dans un coin pas au milieu du salon, mais dans un coin de la maison, du salon, elle a mis une photo avec une petite bougie et tous les jours ou tous les 2 jours, elle met un petit bouquet. C'est-à-dire que elle ne dit pas parlons on va l'appeler Stéphane si vous voulez, parlons de Stéphane, mais elle signifie à l'ensemble de la famille que elle y pense. Et que tous les jours, quand elle allume la bougie et quand elle change le petit bouquet, elle est en train de signifier à la famille que elle y pense. Et elle a fait ça en accord avec la famille et ça leur a fait du bien. Ça leur a fait du bien au point même que même si ses enfants ne voulaient jamais parler de leur frère disparu, un jour, elle n'avait pas allumé la bougie et son fils est venu la voir et dit « Maman, t'as pas allumé la bougie ?» Et elle dit, tu veux qu'on en parle? Elle dit, non, non, t'as pas allumé la bougie, c'est tout. Elle a allumé la bougie et ça suffisait. Ça veut dire que chacun, là c'était des garçons, là aussi, chacun cheminait à sa façon. Mais je vous assure, ne soyez pas inquiets sur le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Ça ne fait pas exploser la famille, mais c'est une période où chacun va peut-être essayer de trouver une écoute à l'extérieur. J'insiste bien, ce n'est pas un échec de la famille. Les enfants ou les adolescents, surtout les ados, ont besoin de parler à l'extérieur, à leurs copains, éventuellement aux parents de leurs copains, et ils sont parfois effrayés de la peine de leurs parents, et soit ils essayent de protéger leurs parents en disant je garde ma peine pour moi parce que j'ai peur de faire du mal à maman, c'est protecteur du parent, papa ou maman, et en même temps j'ai peur de sa souffrance, j'ai peur de sa colère, pas de sa colère, de sa culpabilité, j'ai peur de ses émotions, et donc j'ai tellement peur que je me mets en retrait. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est ouvrir la possibilité de dire, si vous voulez qu'on en parle, je suis là pour en parler, je suis là pour en parler avec vous, mais s'il vous plaît, ne faites pas pression. De toute façon, vous verrez bien, ils ne parleront pas. On peut leur donner des petites occasions, évoquer comme ça le nom comme ça pendant un repas ou pendant une activité. Ah bah tiens, Benjamin aurait aimé ça. Ah bah tiens, c'est Valentin, il aurait aimé ça, etc. Des petites choses comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi intense, aussi profond que vous le souhaiteriez. Donc c'est pour ça qu'il y a des lignes d'écoute, c'est pour ça qu'il y a peut-être de l'aide extérieure avec des amis qui peuvent écouter, mais j'insiste, ce n'est pas un échec ni de votre couple, ni de votre famille. Alors Christophe, comment une maman, une mère de famille qui a ce besoin de peut-être beaucoup plus de parler, d'échanger, d'écouter les autres, d'écouter leurs émotions, comment elle peut savoir l'état, prendre la météo un peu de ses enfants, de son mari, s'ils ne parlent pas forcément? J'aurais envie de vous dire, faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Vous vous faites confiance, vous, comment vous cheminez intérieurement. Vous savez où vous en êtes intérieurement. Faites-leur confiance. Je vous promets, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne le deuil. Je n'ai pas vu des pères ou des enfants exploser parce qu'ils avaient retenu. Ça arrive parfois, bien sûr, mais c'est pas du tout la majorité des cas. On se rend compte après, mais parfois plusieurs mois, plusieurs années après, que le frère ou la sœur va voir le parent en lui disant, tiens, est-ce que tu pourrais me parler de lui? Mais c'est un temps très très long, comme si ils avaient besoin que l'émotionnel se calme un petit peu pour après
venir parler aux parents sans craindre que le parent s'effondre. Parce que ils veulent, comme je disais tout à l'heure, ils ont envie de protéger leurs parents. Et donc, ça peut être aussi, la maman peut proposer d'aller au cimetière. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux pas venir avec moi? Est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose que je pourrais déposer sur sa tombe? Est-ce que tu veux acheter que j'achète des fleurs en son nom? Des petites choses comme ça. Mais sur le long cours, il est difficile, j'admets, il est difficile de prendre exactement la météo. Mais s'il vous plaît, n'insistez pas trop pour prendre la météo parce qu'à chaque fois, c'est vécu comme intrusif. Je sais que vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique, que ça va leur faire du bien, qu'ils ont besoin de mettre des émotions, sinon après, il va y avoir des catastrophes psychologiques. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Comprenez-le et ça évitera une tension dans la famille parce que dès que le nom de l'enfant disparu sera prononcé, tout le monde va se dire ça y est, maman va vouloir qu'on en parle, maman va vouloir que je mette des mots dessus, mais je sais pas ce que je ressens, je sais pas. Et aussi, il y a un autre point, Damien, c'est que c'est une question, le deuil est aussi question du lien. Vous avez un lien en tant que maman, en tant que papa, avec votre enfant. C'est un lien de chair, un lien viscéral. Le lien d'un frère et d'une sœur est un lien super important, super fort, mais ce n'est pas la même nature de lien. Et on sait que c'est la nature du lien qui détermine le vécu du deuil. Autant vos enfants, ils savent qu'ils ont une vie devant eux. Autant un parent, il a l'impression que sa vie s'arrête avec la mort de son enfant. Donc on voit qu'il y a des besoins qui sont pas tout à fait les mêmes, des priorités même qui sont pas les mêmes, et parfois on a du mal à ajuster ces priorités, et c'est vrai que c'est un surcroît de souffrance. Donc pour les mamans qui pourraient se sentir un petit peu seules, je conseille souvent, s'ils n'ont pas la possibilité de parler à d'autres personnes, écrivez. Il y a plein d'études anglo-saxonnes qui montrent que le fait d'écrire encore et encore, tous les jours, mais pas longtemps, 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure si vous voulez, mais tous les jours, le plus régulièrement possible, pour mettre les émotions qu'on n'arrive pas à dire, eh bien c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement bénéfique. C'est une sorte de journal de son deuil qu'on pourra relire après et se rendre compte au bout des années du chemin qu'on a accompli. Merci pour ça. Je pense on le voit dans les commentaires, ça donne la baume au cœur à beaucoup de personnes, surtout aux mamans, voilà, de se dire que voilà, merci Cathy, merci Cathy. Les retours. Voilà, alors le temps passe vite. Je suis désolé, on va passer à d'autres questions parce qu'on a eu tellement de questions. Alors là, on va parler un peu plus de l'aspect social quand on vient de vivre voilà la perte d'un proche. Comment reprendre un goût pour la vie sociale, pour la vie des autres au mieux de non endeuillés. À partir de quand on n'a plus besoin de faire semblant? On fait semblant très longtemps. On fait semblant très longtemps. Et c'est normal de faire semblant parce qu'on est dans une société qui ne connaît pas le deuil et qui attend des personnes en deuil qu'après 3 mois, 6 mois, elles soient détendues. C'est pas vrai. On a ce double visage qui va durer peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parfois, et parfois même plus longtemps. Il n'y a pas de timing au moment où on va reprendre la vie sociale. La vie sociale, c'est à double tranchant. À la fois, on en a besoin pour réintégrer la vie et reprendre le cours de son existence. Et en même temps, c'est l'autre tranchant, c'est que on a l'impression de toujours forcer les choses, de pas arriver à trouver la joie à l'intérieur de voir les amis, et donc d'être dans un monde un petit peu à côté, un peu à part. C'est un vécu normal du deuil. C'est dans la troisième étape du deuil dont je parle dans le livre, la phase de déstructuration. Et ça va durer longtemps. Ça va durer plusieurs années, mais c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé. C'est un processus qui va évoluer dans le temps, mais il faut vraiment pouvoir doser du mieux possible du temps seul, où on revendique le temps seul en disant « là, j'ai besoin d'être seul, là, je veux voir personne », et en même temps du temps avec les autres. Et il y a quelque chose qui est utile quand on, par rapport à voir les gens ou pas, on fonctionne toujours sur le truc « j'ai envie d'aller, j'ai pas envie ». Si dans le deuil on fonctionne comme ça, on est foutu. Il faut rajouter au envie, pas envie. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça m'est pas utile? Donc, aller à ce dîner avec ses amis ou avec cette sortie, j'ai pas envie, mais ça m'est utile pour pouvoir garder le lien, pour pouvoir
montrer à ma famille que je suis pas en train de sombrer. Donc même si on n'a pas envie, on n'est pas obligé de faire semblant de dire qu'on est super content de ce week-end. On n'a pas envie, mais on sait au fond de soi que c'est utile sur le long cours. Parce que n'oubliez pas, c'est un processus sur le long cours qui est fondamentalement bénéfique. Pour la reprise du travail, il est vrai que dans mon expérience, la reprise du travail, je dis pas que plus tôt est le mieux, mais ne restez pas des mois et des mois, si vous pouvez, parfois on ne peut pas, hein, mais si vous pouvez, ne restez pas des mois et des mois en arrêt de travail. On s'est rendu compte, il y a des études qui montraient des groupes de mamans qui, après le décès de leur enfant, reprenaient assez vite le travail, quelques semaines, quelques mois après, et un groupe de mamans qui restaient, soit ne travaillaient pas, n'avaient pas d'activité en tout cas autre, ou alors restaient très 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 longtemps en arrêt maladie. On s'est rendu compte que pour la plupart des gens, il y a toujours des exceptions bien sûr, hein, mais pour la plupart des gens, c'est les mamans qui travaillent qui se retrouvent le plus calés dans leur deuil, le cheminement le plus apaisé. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les exigences professionnelles canalisent l'esprit. N'oubliez surtout pas que le deuil, c'est pas un processus conscient. C'est pas quelque chose que vous décidez. C'est pas quelque chose que vous allez, que vous décidez par la volonté, par la force de caractère. C'est comme une blessure, ça se fait tout seul. Ça, c'est le processus naturel de deuil. Ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est tous les soins qu'on apporte à cette blessure. Donc, il y a deux choses différentes. Le processus de deuil, lui, qui se fait tout seul, au niveau inconscient, et le travail de deuil qui, lui, est conscient, c'est tout le soin qu'on apporte à sa peine, en parlant, en faisant des rituels, etc. Donc, quand vous êtes dans le travail et que votre conscient est orienté vers l'activité professionnelle, d'une certaine manière, vous, je mets des guillemets, laissez tranquille votre inconscient pour que la plaie suive son chemin qu'elle a à se faire sans que vous ayez d'interférence constante. Parce que les mamans qui sont à la maison toutes seules et qui coupent tout contact avec les autres, parfois ça arrive qu'elles tournent en boucle tellement dans leur tête, consciemment, et qu'elles sont sans cesse en train d'une certaine manière d'interférer avec le processus de deuil. Et c'est en cela que le travail, par les responsabilités, par les contacts qu'on a, par tout ce qu'on a besoin de faire, les trajets, etc., canalise l'esprit et c'est plus difficile, mais c'est bénéfique. Là, tout dépend aussi de l'attitude des collègues au travail. Et là, ce serait important que les DRH où les managers se forment, comprennent comment on accompagne quelqu'un en deuil, parce que quand on est en deuil, on a tellement peur qu'on soit disqualifié ou rétrogradé au niveau de son travail, parce qu'on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même capacité de mémoration, on n'a pas la même présence, on est extrêmement fatigué. Vous savez bien que le deuil, ça épuise mais pas pendant 6 mois, pendant des années. Donc, le monde du travail a besoin de s'ajuster, mais on va y travailler. Damien. Je rebondis sur ça pour faire le lien avec le premier sujet des hommes qui parlent pas. Un homme qui parle pas du coup et qui bosse beaucoup, c'est pas forcément qui veut oublier, c'est pas forcément qui a envie de. Il oublie pas. C'est pas forcément mauvais de travailler fort pour son processus de deuil. Exactement. Alors c'est terrible pour son épouse qui a besoin de parler, qui se sent vraiment seule, mais du point de vue de l'homme qui bosse et tout, il n'est pas en train d'étouffer. Je vous assure que alors qu'il est dans sa réunion, il pense à son enfant à chaque instant. Et faut vraiment essayer de trouver un pacte tous les deux. Un pacte tous les deux sur donne-moi la possibilité quand même de parler de notre enfant. Et moi, je te promets que je te laisse tranquille à pas te faire parler tout le temps. Mais il faut qu'on se rencontre tous les deux, que tu ailles à ma rencontre et que j'aille à ta rencontre. Et si vraiment c'est pas possible, si vraiment il ne peut pas, s'il vous plaît, allez trouver de l'écoute ailleurs. Et ce n'est pas que votre couple va mal, c'est juste intrinsèquement qu'il ne peut pas le faire. Vraiment. Alors, Christophe, on va terminer avec une dernière. Je suis désolé de te couper, mais il y a tellement de questions. On va terminer avec celle-ci. Voilà. C'est en lien, bien sûr, avec ce qu'on dit et ça concerne un peu plus notre personnalité. Certaines personnes qui vivent le deuil ont l'impression qu'ils sont en train de changer vraiment intérieurement. Comment, d'après toi, et ils ont l'impression d'être aussi moins tolérants avec les autres parce qu'ils ont vécu cette souffrance.
pourquoi un deuil, pour toi, change-t-il une partie de notre personnalité? Alors, soyons clairs. Là, on parle vraiment de pertes significatives. Hein. Son enfant, son compagnon, sa compagne, un parent très, très, très cher, enfin quelqu'un de très, très cher dans notre vie. Soyons clairs. On est transformé à tout jamais. D'accord? Il y a pas photo. On est transformé à tout jamais parce qu'on a perdu quelqu'un qui constituait une partie même de notre identité. Mais tout dépend là où on est dans le processus. Au tout début du processus, les premiers mois, la première année, on a l'impression que jamais on ne pourra être quelqu'un d'un peu apaisé, d'un peu serein en lien avec les autres. Et on est terrifié de vivre dans un monde qui ne nous prend pas en compte dans notre souffrance et parfois avec des phrases ah bon ça va mais ça va aller, tourne la page et tout. Il y a la colère qui monte parce que liée à l'incompréhension de ce processus de deuil et on en veut à la terre entière. Après, tout dépend si on est dans le processus. Si on est beaucoup plus avancé dans le processus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on se rend compte en fait qu'il y a quelque chose qui se pacifie. Ça, c'est la promesse du processus de deuil, quelque chose qui se pacifie et on se rend compte que la colère qu'on éprouvait au début, on l'éprouve de moins en moins. C'est pas un effort de volonté, c'est simplement quelque chose qui s'apaise et il y a des centaines, des milliers de personnes que j'ai accompagnées qui disent la même chose qu'au début, ils auraient tué la terre entière parce que c'était des gros connards, pardon, des gros Christophe, je t'en prie, gamin. Pardon, des personnes qui comprenaient rien à rien et qu'au fil du temps, à un moment donné, on se rend compte que ben, tant pis si pense plus à mon enfant parce que je sais que par le processus de deuil que mon enfant il est là, que la personne que j'aime elle est là et c'est pas parce que ces gens n'en parlent pas que elle serait pas là. Mais ça, cette présence intérieure, c'est la 4e étape. Ça vient pas maintenant. Ça vient pas après 6 mois, après 1 an. Ça vient après 2, 3, 4, 5 ans. C'est beaucoup plus long, mais tout doucement, ça s'inscrit à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça qu'on est moins en colère que les autres n'en parlent pas, parce qu'on se dit, ok, qu'ils en parlent pas, peu importe. Moi, elle est avec moi. Cette personne-là est avec moi à tout jamais et on sera transformé à tout jamais, mais pas forcément pour le négatif. Si on prend bien sûr les premiers temps du deuil, on est dans de la souffrance et la vie est chaotique, mais on voit qu'au fil du temps que le processus se passe, au fil des années, qu'il y a quelque chose qui peut être même très doux qui s'installe, différent. On a une autre perspective de vie, on a d'autres priorités, on a une autre vision, mais c'est parfois pas forcément pour le moins bien, mais parfois quelque chose qui va peut-être ouvrir le cœur, pas forcément ouvrir le cœur, mais quelque chose où on va être... il y a un niveau d'apaisement, je vous le promets. Je l'ai vu tant de fois. C'est pour ça que je fais ce métier d'accompagnement du deuil, c'est qu'il porte la promesse d'un apaisement si on prend soin de cette plaie. Et on prend soin de cette plaie sur la durée. Ça prend du temps. Et vraiment, là, vraiment, c'est l'ultime marque de bienveillance envers soi-même que de s'accompagner dans son deuil, de développer le plus de stratégies possibles pour se faire aider, écrire, peindre, parler, s'engager dans une association, 1000 choses qui sont proposées d'ailleurs sur la plateforme. Il y a plein d'outils qui sont proposés. Planter un arbre, plein de choses comme ça. Et sur la plateforme, vous trouvez plein d'outils qui peuvent vous aider à faire ce travail conscient d'accompagner le processus de deuil qui lui est inconscient. Je rebondis sur ça, Christophe, parce que justement, il y a ce parcours vidéo qui s'appelle 10 jours pour honorer son proche. Et c'est vraiment dans cet esprit-là où tous les jours, on vous propose une vidéo. Donc, c'est un après l'autre. Vous pouvez trouver une façon originale d'honorer la personne que vous avez perdue. C'est Christophe qui anime ce module. Il y en a combien? Il y en a 10. Il y en a 10. Il y a 10 vidéos. Voilà. Et également... Sur le canapé qui était ici, là. Voilà, exactement. Donc, vous serez pas, voilà. Vous serez pas inaturé, c'est chez lui. Et il y a aussi pour des personnes, parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont dans le public, dans l'audience aujourd'hui, qui ont envie d'accompagner une personne qui a un deuil, qui sait pas comment s'y prendre, qui a vraiment envie de bien faire. Il y a également cette proposition, ce parcours sur 5 jours, et qui est vraiment un parcours pour accompagner un proche endeuillé. Voilà, alors attendez, oubliez pas aussi sur le site, il y a tout un programme de vidéos. Alors, il est un petit peu compliqué à trouver dans le site, mais on va modifier ça progressivement. Mais il y a un programme de plusieurs heures
d'accompagnement vidéo Mm. que vous pouvez trouver sur le site. Hein. En remplissant des petits questionnaires pour le parcours personnalisé, vous avez après plein de vidéos qui sont là pour vous accompagner. Exactement. Et Donc voilà. on vous invite vraiment à regarder. C'est vraiment tout est fait pour les personnes qui sont en deuil ou des accompagnants. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos, partager. Plus on parlera de ces sujets, bien sûr, plus on aura un petit peu plus de douceur à se comprendre. Peut-être qu'on aura besoin de mettre des masques moins longtemps au travail. Peut-être qu'on aura plus de bienveillance envers son conjoint, sa conjointe. Les gens applaudissent. Ah, les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Juste pour finir, il y a cette souffrance qui est là, ok? Il y a cette souffrance qui est là. Le processus de deuil, c'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est la mort de la personne qu'on aime. Le processus de deuil, c'est cette intelligence fondamentale de notre esprit pour prendre soin de cette énorme blessure. Donc vraiment, le deuil est la chose la plus bienveillante qui se passe quand vous avez perdu quelqu'un que vous aimez. Gardez ça. Ce n'est pas un ennemi, le deuil. Le travail de deuil, c'est la chose la plus bienveillante que vous pouvez faire pour vous-même, pour accompagner ce processus naturel. J'insiste. Et il y a de l'apaisement au bout. Je vous promets qu'il y a de l'apaisement au bout, même si c'est difficile pendant longtemps. OK? Merci Christophe pour ces promesses. Merci, on en a besoin. Promesse, merci pour ça. On va continuer ces lives. Là, on arrive à la fin de ce premier live. Merci à tous pour votre fidélité. Parce qu'on sait que vous allez être là la prochaine fois. N'hésitez pas à inviter du monde. Et on vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Restez à la maison. On se revoit quand On se revoit quand? On se revoit mardi prochain et on vous donne toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Voilà, mardi. OK, allez. Merci Christophe, à toi encore. On te laisse aller applaudir sur le balcon. Ouais, ça y est, c'est fini. Salut à tout le monde. Au revoir. Merci.